Avant, je vais citer mes sources quand même, qui sont Bertrand Portevin, qui est un médecin qui a écrit sur Tintin et qui en a tiré des conclusions. Donc lui, il a tiré des conclusions symboliques sur lesquelles j'ai pu m'appuyer. Moi, j'ai tiré des conclusions alchimiques. Bon, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que les albums sont de 7 à 77 ans. C'est pas de 3 à 28, quoi. Donc, pourquoi de 7 à 77 ans? Le 7 étant évidemment quelque chose d'essentiel, puisque c'est le nombre de marches entre la matière et l'esprit. Et quand on le fait 3 fois, matériel, spirituel, divin, minéral, végétal, animal, ça fait évidemment 7 et 2, 77. Donc, ça fait 3 fois 7. Donc, on colle évidemment à ça. Et c'est les 3 passages. Donc, l'apprentissage va faire 3 passages et après, il peut trépasser. Donc c'est pour ça qu'on va avoir de 7 à 77 ans. Donc déjà, ça attire l'attention, obligatoirement. Ensuite, on va prendre les personnages qui sont à l'intérieur. Les personnages ne sont absolument pas anodins. Le capitaine, déjà, qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Pourquoi un capitaine? Eh bien, on s'aperçoit que Hergé a mis dans ses personnages tous les dieux de l'Olympe. Donc le capitaine, c'est qui? Eh bien, c'est Dionysos, c'est Bacchus. Alors chez les Grecs, d'où vient Bacchus? Il est né de la mer. Donc, un marin, et Bacchus, évidemment, le vin, donc un marin qui boit tout le temps, évidemment, c'était une bonne idée, le capitaine Haddock. Et d'ailleurs, on va voir, la première aventure où on va voir le capitaine Haddock, c'est Coq en stock. Et l'histoire, s'il est sur son bateau, il y a des pirates qui montent, et puis il saoule les pirates et il peut s'échapper. Et c'est exactement une histoire mythologique de Dionysos. C'est-à-dire qu'il est sur son bateau, il y a des pirates qui arrivent, lui, grâce à son pouvoir, il fait pousser des grappes de raisin sur les mâts, les pirates mangent le raisin, ça les saoule et il peut s'échapper. Donc c'est exactement la même histoire. Donc quand on voit ça, on se dit, si ça marche pour le capitaine Haddock, ça va marcher pour les autres. Alors évidemment, moi faisant de l'alchimie, m'intéressant évidemment à Goethe, m'intéressant à Faust, puisque c'est l'histoire d'un alchimiste finalement, je me suis dit, mais qui est là-dedans? La Castafiore, bien sûr. Le rossignol milanais. Donc si c'est le rossignol milanais, évidemment, c'est qu'elle connaît le langage des oiseaux, c'est le rossignol. En plus, elle travaille à la Scala. Et la Scala, c'est l'échelle. Ça tombe bien, puisque ce sera la première planche qu'on va voir du Mutus Liber. Donc, elle chante toujours l'ouverture de Faust. Et on parle toujours des bijoux de la Castafiore. Donc les bijoux, c'est évidemment pour l'alchimiste le vitriol, puisqu'on dit visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte. Donc là, ça fait un peu gros. Et c'est ça. Cette Castafiore ici, c'est Cybèle, c'est-à-dire la déesse qui est entre la terre et le ciel et qui gravit justement une échelle. On en voit par exemple le symbole sur la cathédrale Notre-Dame. On va voir Cybèle qui est accolée à une échelle. Et puis bien sûr, c'est l'échelle qui permet de continuer de franchir, c'est l'échelle de Jacob par exemple, qu'on verra sur la première planche du Mutus Liber justement. Donc les coïncidences commencent à s'accumuler d'une manière un peu étrange. Un autre exemple, les Dupont. Mais c'est qui ces deux-là? Alors dans la mythologie, où est-ce qu'on a des personnages qui se ressemblent vraiment? C'est Castor et Pollux. Et ça va plus loin que ça, parce que quand on relit l'histoire mythologique de Castor et Pollux, il n'y en a qu'un des deux qui sait conduire les chars. Et dans les Dupont, il n'y en a qu'un des deux qui sait conduire. Donc évidemment, c'est évidemment pas le hasard. Alors après, on va prendre aussi quelqu'un qui m'est très cher, c'est évidemment le personnage du professeur Tournesol. Bon, il s'appelle Tournesol, donc quand même il se tourne vers le soleil, il s'appelle Trifon, donc 3 fois vers le soleil. Donc Trifon Tournesol, et il a toujours un pendule, il dit toujours plus à l'ouest. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? À l'ouest, il y a Avalon, l'île de la connaissance. Donc à l'ouest est la connaissance, mais cette connaissance qu'on obtient après la mort, puisqu'à l'ouest, c'est l'endroit où c'est l'Occident, donc on est Occident. Donc passe une mort apparente, et puis tu trouveras la lumière. Donc évidemment, ça nous raconte des histoires. Et il est habillé en vert. Il a même le chapeau de Mercure, donc c'est Mercure, le messager des dieux. Évidemment, nous voyons l'endroit, mais si vous habitez un endroit, quand je dis à quelqu'un où est-ce que vous habitez, je lui dis de quel endroit tu viens, mais s'il vient d'un endroit, c'est qu'il y a un envers. Donc, dès qu'on aura la couleur verte quelque part, ça nous met la puce à l'oreille, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. Donc le professeur Tournesol nous montre l'envers, ce qui est caché. Et donc c'est bien Mercure. Et pour bien montrer que c'est Mercure, il a même son caducée. Vous savez, il porte toujours un parapluie qu'il ouvre jamais. C'est son caducée. Donc c'est Mercure, le messager des dieux. Et on va voir qu'il va avoir une place prépondérante. La première fois où il va apparaître, c'est dans le secret de la licorne, justement. Et il n'apparaît pas par hasard et pas pour rien.
Alors évidemment, on va parler de Tintin. Tintin, c'est Minerve. Vous avez remarqué, il n'est pas sexué, hein. Il n'a aucune aventure, hein. Le seul compagnon qu'il a, c'est un chien. C'est aussi, comment dirais-je, Athéna. Donc on a mis dedans un personnage un peu guerrier quand même, mais neutre, qui contient les deux natures. Donc qui contient les deux natures, c'est déjà assez intéressant, puisque c'est une opération alchimique. Et puis, évidemment, celui qui a la connaissance, c'est pas Tintin, c'est son chien finalement. Parce qu'à chaque fois qu'il a un problème, c'est toujours son chien qui le sort d'affaire. Donc c'est celui qui a la connaissance. C'est comme la chouette d'Athéna, celle qui répond à toutes les questions. Alors pour l'alchimiste, évidemment, ça l'intéresse, puisque nous, on sait très bien que pour faire le grand œuvre, on va prendre la matière première, et cette matière première, on l'appelle notre vieux loup. Donc retenez bien le nom, un vieux loup, évidemment. Et dans ce vieux loup qui est épais et qui est sale, on va le laver avec une teinture. Et on va le laver, on le coupe en deux, on lave les deux côtés, le pur et l'impur. Tu sépareras le subtil de l'épais lentement avec grain d'industrie, c'est la table d'émeraude. Donc finalement, deux teintures sur un loup coupé en deux, bah ça fait un Tintin pour un Milou. Puisqu'évidemment, on a coupé le loup. Pourquoi il s'appelle Milou quand même? C'est pas un nom commun. C'est comme si c'était un loup coupé en deux. Et le Tintin, pourquoi il s'appelle Tintin? Bah ça colle bien, un teint pour un Milou, un teint pour l'autre Milou. Donc évidemment, il a la réponse à toute la question, puisque c'est la quête de la pierre philosophale. Et dans le secret de la licorne, ils font un voyage, ils vont à l'ouest, ils descendent au fond de l'océan, et en fait la solution se trouve sous leurs pieds, à Moulinsart, dans la fameuse crypte, où ils trouvent le secret. Là, on est vraiment dans la démarche alchimique. Mais complètement. Complètement. Paulo Coelho l'a dit d'ailleurs dans son livre L'Alchimiste. Il dit on va au bout du monde pour chercher un secret qu'on a sous les pieds. Mais pour savoir qu'on l'a sous les pieds, il faut aller au bout du monde. Donc c'est exactement l'histoire. C'est cette histoire-là. Alors comment elle va se dérouler cette histoire? C'est là aussi où c'est important. C'est que qui cherche le secret de la licorne? La licorne, c'est un bateau, c'est un vaisseau. Et il se trouve qu'en alchimie, le vaisseau, c'est ce qui contient la matière première. Donc tout est dit. Et qui cherche ça? C'est les frères Loiseau. Donc c'est pas n'importe qui. Les frères Loiseau, seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre la quête. Bah, c'est eux qui cherchent. Et pour la première fois, on va voir apparaître le professeur Tournesol. Lui, c'est le messager des dieux. Donc vous avez les frères qui connaissent la langue des oiseaux, le messager des dieux, bah, évidemment, ça va vous mettre sur la piste. Et la piste, c'est pas l'endroit le plus important, mais c'est l'envers. Donc évidemment, l'endroit, c'est où on va aller, à l'ouest, mais l'envers, c'est sous nos pieds, qui est à l'envers. Mais ça, on peut le savoir que si on est allé à l'endroit. Donc tout est dit. Et on a utilisé évidemment tous ces symboles à l'intérieur pour expliquer le grand œuvre. La Terre à la Lune, par exemple. Bon, c'est pas anodin quand même. Vous remarquerez d'ailleurs que la fusée est rouge et blanche, qui sont quand même les deux couleurs. On va d'abord avoir l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge. Puis c'est la fusée qui nous conduit vraiment vers la lumière. Donc tout ça, c'est pas un hasard non plus. Enfin, pas pour moi. Les 7 boules de cristal. Pourquoi il y en a 7, pas 3, pas 12, pas 8, puis des sphères de cristal? Ben, c'est la musique des sphères. Donc c'est les 7 sphères à franchir pour aller entre la matière et la lumière. Donc évidemment, on peut se poser aussi cette question. Le trésor de Rakam le Rouge, Ra-Ka. Évidemment, ce n'est pas des mots qui sont donnés au hasard, ça nous met encore sur la piste des anciens, la piste des Égyptiens. Donc il va y avoir des clés. L'île mystérieuse, mais pourquoi l'île mystérieuse? Et pourquoi cette île où il se passe des générations incroyables, des trucs qui se produisent avec une fameuse pierre tombée du ciel, on ne sait pas ce qu'il y a. Ben, la pierre tombée du ciel, ça nous arrange, c'est le vitriol des alchimistes. Hein. Mais c'est aussi Excalibur. Puisqu'Excalibur, on dit que c'est une épée tirée de la pierre, mais on peut l'entendre autrement. Ça peut être une pierre qui est tombée du ciel, on a pris le métal et puis on a fait une épée. C'est bien une épée qui est sortie de la pierre. C'est pas une épée qu'on a eu besoin de sortir. Et seul celui qui est capable de le faire, c'est-à-dire seul l'artiste, parce que tout le monde n'était pas capable de fondre un météorite pour faire une épée. Hein. Donc on trouve aussi cette clé. Donc c'est truffé évidemment d'allusions diverses et multiples, en dehors de tous les problèmes politiques, les problèmes colonialistes et autres dont on ne parlera pas ici. Mais je veux dire, en tout cas, il avait une idée derrière la tête, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il y a trop de coïncidences. C'est pas possible autrement, quoi. Donc j'invite à tout le monde à relire évidemment Tintin, non pas comme un petit reporter, mais comme un petit guide qui va nous conduire entre la matière et l'esprit.